Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Vous êtes fondateur de la société d'études et de conseil Pollingvox. Vous êtes enseignant à l'université Paris-Dauphine et vous publiez Le Nouvel Ordre démocratique aux éditions du Moment. Ce nouvel ordre démocratique, il est bousculé, dites-vous. Alors, par quoi? C'est l'irruption du FN dont vous avez, c'est une question, la quasi-certitude qu'il sera présent au second tour en 2017? Non, ce qui est nouveau, c'est certainement pas l'irruption du FN. C'est ça qui a créé l'ancien ordre démocratique, celui dans lequel nous vivons depuis 30 ans. Depuis 1984, nous avons une alternance systématique entre la gauche et la droite, et un Front National qui est important, de l'ordre de 15% le plus souvent, mais qui n'est pas du tout en position de se qualifier pour le second tour, sauf l'accident électoral du 21 avril 2002. D'accord. Ce qui rend les choses nouvelles désormais, c'est que nous avons non plus deux forces dominantes et une force dominée, mais trois forces de niveau à peu près égal, la gauche, la droite et le Front National. Et on peut même aller plus loin, effectivement, en soulignant que d'après toutes les études d'opinion, eh bien, le Front National devrait être présent en la personne de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle dans moins de 2 ans. Alors, est-ce que cette quasi-certitude, dites-vous, que le Front National sera présent au second tour, est-ce que c'est une victoire de la ligne Philippot, qui, on voit bien, sur des termes sociétaux et surtout économiques, se situe assez à gauche, hein, avec par exemple, sur la sortie de l'euro, des choses comme ça. Est-ce que finalement, c'est bien joué stratégiquement, et pourquoi pas cette ligne peut faire espérer pour Marine Le Pen qu'elle soit carrément présidente de la République? Ce niveau très élevé du Front National, encore une fois, c'est 25% des suffrages exprimés aux européennes ou aux départementales. Or, ces scrutins sont des mauvais scrutins pour le Front National. Logiquement, il devrait faire plus à l'élection présidentielle. Ces très beaux résultats du Front National sont avant tout la résultante d'un chômage de masse, d'une crise des valeurs et également d'une paupérisation aujourd'hui de catégories entières de la population française. Donc c'est pas la dédiabolisation de la ligne Philippot qui est à l'origine de ce boost dans les sondages? Les deux, dans la mesure où effectivement les facteurs majeurs ce sont ceux-là, et ce qui rend possible la reconversion en quelque sorte de ce mécontentement en vote Front National, c'est la ligne qui est suivie par Marine Le Pen depuis le congrès de Tours en 2011 et puis qui est également mise en musique par M. Philippot. D'accord. Et elle peut permettre de ratisser large, au fond, en étant sur les termes de l'immigration très à droite et sur les termes économiques très à gauche. Ça peut permettre de passer le second tour, ça peut permettre d'agréger plus de 50% des électeurs? Alors que cette ligne fonctionne, on l'a vu très concrètement. On a vu également sa limite, lorsqu'on a, notamment au départemental, on voit bien que le Front National a du mal à franchir le seuil, à l'emporter au second tour, parce que des catégories entières de la population française, parmi ses propres électeurs potentiels, ont peur de son programme. Je pense notamment aux retraités qui s'inquiètent de ses propositions de retrait automatique de l'euro. On a également C'est-à-dire que des gens de l'UMP, enfin des républicains maintenant, qui pourraient voter FN, ils ne le font pas parce qu'ils disent « Oh là là, mais que vont devenir mes économies, les retraités, si jamais on retourne au franc ?» Ça fait peur, ça fait perdre des points. Oui, en réalité, l'obstacle, le plafond de verre, en quelque sorte, auquel se heurte le Front National, ce n'est pas du tout la question des valeurs, parce que là, la société française a beaucoup évolué et a adopté très largement une vision du monde très proche de celle du Front National. Non, ce qui lui fait obstacle pour l'instant à sa progression, c'est sa crédibilité économique et notamment certaines propositions sur l'Europe. Alors, à côté de la ligne Philippot, il y a quand même une ligne qu'on voit bien différente, c'est celle incarnée par Marion Maréchal Le Pen, qui est un petit peu l'événement politique de cette dernière année. Alors, elle incarne une ligne plus à droite sur les thèmes des valeurs, sur les thèmes économiques. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait ce matin Christian Estrosi, donc les Républicains, qui affrontera Marion Maréchal Le Pen lors des prochaines élections régionales en PACA. On écoute Christian Estrosi. Là où certains la voient en termes d'icône comme une espèce de version soft du Front National, comme la version pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des Le Pen, c'est celle qui se montre la plus extrême. Elle fait peur. Pourquoi tant d'agressivité à l'égard de Marion Maréchal Le Pen? C'est parce qu'elle fait peur aux Républicains? S'il y a effectivement une région qui peut tomber entre les mains du Front National, c'est bien la région PACA. Elle également, peut diriger la région PACA? Non, mais très certainement, oui. Vous savez, c'est quand même là, dans ce littoral méditerranéen, que le Front National a réussi à franchir justement non seulement la barre du second tour, mais même à l'emporter. C'est là où il a ses 2 députés, c'est là où il a remporté des municipalités. Et vous avez en plus une figure nouvelle qui est à la fois jeune, mais qui en même temps
reste très attaché aux racines locales du Front National qui sont très largement liées à notre passé, comment dirais-je, post-colonial, avec la question notamment des rapatriés, dont le vote compte énormément dans cette région. Le vote pied noir est acquis au Front National, enfin une bonne partie du vote. Il n'est pas acquis, mais c'est là où effectivement il a une influence importante et où la figure de Jean-Marie Le Pen demeure assez prisée. Marion Maréchal Le Pen, donc elle était députée, vous me dites à l'instant qu'elle pourrait gagner, pourquoi pas la région PACA. Est-ce que cette ascension ne fait pas... Comment est-ce que la tante Marine Le Pen voit-elle cette ascension? Est-ce qu'elle ne pourrait pas en prendre ombrage? Et pour dire les choses carrément, est-ce qu'on pourrait... Sincèrement, je ne le crois pas, dans la mesure où il s'agit de personnages politiques, même si c'est la tante et la nièce, qui ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Et par ailleurs, les succès nationaux du Front National depuis quelques années sont avant tout imputables, bien entendu, à la ligne menée par Marine Le Pen. Je crois qu'il y a plus une complémentarité des rôles, notamment parce qu'elle ne joue pas non plus sur les mêmes territoires électoraux qu'une véritable confrontation. Donc là, on parle du Front National depuis le début. Alors bon, vous ne parlez pas que du Front National dans votre livre. Ça veut dire qu'on a trois partis en ce moment. On a la gauche, la droite et le Front National. C'est ainsi, c'est stable ce paysage politique français? Nous avons trois forces politiques de même niveau, ce qui est tout à fait original dans la Ve République, et ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable parce qu'il n'y a que deux candidats, vous savez, au second tour de l'élection présidentielle, et vous aurez forcément une recomposition entre la force au pouvoir et la force d'opposition. Au fil des alternances, ça a toujours été la gauche et la droite, mais justement les alternances se succèdent. Finalement, il n'y en a plus que 5 ans, et les Français ont l'impression que la politique publique réellement menée par la droite ou par la gauche, cette politique publique est pratiquement la même. Et vous avez de plus en plus une opposition entre les forces qui soutiennent finalement cette politique publique de droite ou de gauche modérée et europhile, et ceux qui considèrent qu'il faut changer en quelque sorte les données du problème. Donc si je vous comprends bien, on pourrait avoir d'un côté le Front National qui incarnerait les souverainistes, pour faire simple, et de l'autre côté un mélange républicain-socialiste qui serait plus europhile et plus libéral, enfin social-libéral. Au fond, Alain Juppé, Bruno Le Maire, Manuel Valls, Emmanuel Macron, tout ça se rassemblerait dans un seul et même parti? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, cette recomposition n'est pas totalement imaginaire. Vous avez en Europe ce genre de recomposition qui se passe un peu partout, non seulement en Europe du Nord, en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais aussi en Europe du Sud. Si vous regardez la position de Syriza ou de Podemos, il y a un contenu souverainiste qui est extrêmement important. Et vous avez des paysages politiques qui ont été complètement disloqués autour de nous en Europe. Vous avez également dans les territoires français, notamment au sud de la France, des endroits où la gauche a pratiquement disparu, surtout le littoral méditerranéen. Et là, vous avez effectivement au second tour un candidat du Front National contre généralement un candidat de droite, et peu à peu vous aurez un reclassement qui va se faire. Alors c'est une tendance à la fois assez longue, mais qui va se précipiter parce que nous avons un événement précis, c'est 2017, et à partir de 2017 vous aurez nécessairement une recomposition de ce genre. Vous parliez des trois forces, la plus fragile, on le voit bien de ce que vous dites, c'est le PS, d'où le malaise hier aux universités d'été du PS à La Rochelle. Oui, la gauche est effectivement très affaiblie, elle est affaiblie parce qu'elle est au pouvoir, en raison justement du manque de résultats, notamment sur le front de l'emploi. Elle est affaiblie également parce que son idéologie est totalement atteinte. C'est-à-dire qu'avec le pacte de responsabilité... Elle est atteinte macronite ? Oui, c'est avec Emmanuel Macron, avec le pacte de responsabilité, avec éventuellement la réforme du droit du travail, eh bien la gauche envoie un message extrêmement perturbateur à ses propres électeurs, et on s'aperçoit que ce qui fait ses défaites actuellement... C'est quoi ce message? C'est de dire ça va mal, mais on va déréguler, ça ira encore, vous allez voir, on va enlever des protections et vous serez mieux? Oui, ce message, c'est de dire que finalement les solutions libérales, dans l'état où est la France, sont peut-être les meilleures. C'est totalement contradictoire avec ce que les électeurs de gauche ont envie d'entendre, et on peut penser, on le constate déjà, que dans les catégories populaires, les anciens électeurs de gauche rallient par régiment entier le Front National. Le Nouvel Ordre démocratique, c'est aux éditions du Moment. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. Restez avec nous. Tout de suite Yves Calvi, c'est dans l'air. Revient sur cette université d'été du PS hier à La Rochelle, où sous une température caniculaire, on l'a vu, Manuel Valls a tout fait pour essayer de rassembler cette famille socialiste, divisée, on le sait, entre d'un côté les tenants d'une politique libérale, incarnée par Emmanuel Macron, et de l'autre les tenants d'une politique plus à gauche. C'est tout de suite, c'est dans l'air, qui est intitulé ce soir « Valls mouille sa chemise ».